Corinne est toute jeune, elle est née en 1985, elle est ingénieure informaticienne, c'est ça? Et ton premier job, tu étais freelance. Tu étais freelance toute seule, donc oui, et pour qui? Alors exactement, j'ai démarré, j'étais développeuse freelance et j'étais freelance notamment pour PAP, j'étais freelance aussi pour d'autres clients, un promoteur, un parfumeur, mais j'ai eu un petit coup de cœur quand même pour PAP. Il faut dire que j'avais des raisons familiales. Alors, ce sont tes parents qui ont créé PAP, donc c'était Catherine et Patrick en 1975. Et alors, comment ils ont eu l'idée de créer PAP? Eh ben, mes parents ont créé PAP parce qu'ils ont cherché un logement, qu'ils sont passés par un agent immobilier, qu'ils ont eu l'impression de se faire escroquer Ouais. et qu'ils ont créé PAP à 25 ans, donc eux aussi ils étaient très jeunes, donc dans la foulée, pour permettre aux particuliers d'échapper aux commissions d'agence, qui est vraiment resté l'ADN du groupe. En 2013, donc, tu as rejoint le groupe familial. Pourquoi? Tu n'as pas voulu rester sur autre chose? Alors j'étais freelance depuis 2006, ça commençait à faire beaucoup en freelance pour le même client, puis ils avaient fini par envahir un peu tout mon planning, donc en fait j'étais freelance plus que pour eux, et j'avais fait énormément, puisque j'ai passé... C'était marrant, vous avez fait une conférence sur la cybersécurité. La première chose que j'ai fait chez eux, c'est hacker le site. Okay. Ça a marché? Ouais, ça a marché. Ouais. Bon, alors, aujourd'hui, donc, PAP, c'est une PME, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 170 collaborateurs. Quelle est l'offre de PAP? Donc, on reste toujours sur le concept de zéro commission. Exactement, donc on est toujours sans commission. En revanche, ce que j'ai fait au cours des dernières années, c'est vraiment d'étendre l'offre sur tous les services qui font qu'il y a encore des gens qui vont voir des agents immobiliers. Donc on s'est demandé pourquoi, et on a vu que c'était pour les multiples services comme l'estimation, des gens qui ne veulent pas mettre leurs coordonnées sur Internet. Donc PAP, aujourd'hui, on a toute une palette de services. Par exemple, on fait de l'estimation, on fait des visites virtuelles. Si vous n'avez pas envie d'avoir vos coordonnées sur une annonce pour ne pas être dérangé, on fait une sorte de secrétariat qu'on appelle le filtrage des contacts. Donc on permet finalement aux gens de vendre en direct, mais avec des services analogues à ce qu'ils attendraient, on va dire, d'une agence immobilière, sauf que notre tarification n'a rien à voir. Nous, vous payez en fonction de votre niveau de service. Donc si vous prenez une visite virtuelle, vous allez payer une visite virtuelle. Mais c'est jamais un pourcentage du prix de vente, ce qui est extrêmement avantageux du coup quand on vend, parce que notre plus grosse offre, c'est 790 €. Et là, vous avez tous les services dont je viens de parler, un service de renseignement juridique, etc. Et après, en revanche, le montant de la vente, il est pour vous. Et alors, tu as inventé aussi le coaching immobilier, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est le coaching immobilier, c'est tous les services que je viens de décrire. Donc ça permet vraiment à des profils qui n'ont pas envie de payer 10 000 €, 20 000 € et plus de commissions d'agence, de quand même avoir toute une palette de services pour vendre leurs biens et de ne pas être tout seul. On a des conseillers aujourd'hui, donc vous êtes suivis sur votre vente, on analyse vos résultats, bref, vous êtes suivis. La seule chose qu'on ne fait pas, ce sont les visites. Mais on filtre les contacts, donc on vérifie, on leur pose des questions sur le plan de financement, vous organisez un rendez-vous avec eux, et du coup, ensuite, c'est eux qui vous font les offres, et puis il y a quelqu'un qui peut vous aider chez nous à chaque fois pour vous dire est-ce qu'on pense que l'offre elle est bonne ou pas, est-ce que le plan de financement il est solide ou pas. Donc on a développé tous ces services, on a fait le même travail, c'est la même stratégie sur la location. Donc on fait les dossiers de location, on a un partenariat avec l'État sur ça. Donc on a les dossiers des locataires qui sont du coup validés, on vous les transmet, donc vous recevez des contacts, vous avez directement tous les dossiers. L'assistance juridique fonctionne aussi pour les propriétaires. Donc voilà, tous ces services-là sont proposés. Corinne, le marché immobilier, alors là, il faut arrêter d'être anxiogène, 2024-2025, comment tu le sens? C'est pas dingue. C'est pas dingue quand tu veux acheter ou quand tu veux vendre? Parce qu'il y a forcément peut-être un dingue des deux, un des deux. Non, en fait, c'est pas dingue pour tout le monde, mais c'est pas catastrophique. C'est pas la catastrophe dont on entend parler dans les médias, parce qu'en fait, il y a eu 2 années, 2021-2022, après le Covid, il y a eu vraiment 2 années de records historiques dans l'immobilier. On a atteint 1,2 million de transactions en France, ce qui est énorme. La moyenne avant ça, c'était 800 000. Et en fait, on est grosso modo en train de revenir à 800 000. Donc, c'est pas alarmant, en tout cas du côté du marché de l'ancien. Simplement, vous dites, est-ce qu'il y a un gagnant? Pas tant que ça, parce qu'en fait, les acheteurs ont vraiment aujourd'hui des conditions de financement qui sont moins favorables qu'il y a 2 ans. Les taux de crédit ont monté. Et du coup, les acheteurs ont plus de difficultés à financer parce qu'en parallèle, pour faire simple, les acheteurs ont perdu 25% de capacité de financement et les prix ont baissé en moyenne nationale de 2,1%. Donc on n'a pas du tout, les prix ne baissent pas du tout autant
que la perte de capacité de financement pourrait le laisser penser. Donc pour les acheteurs, ça reste quand même assez difficile. Et pour les vendeurs, on va dire que c'est plus long qu'avant, mais en fait, c'est une situation qui est normale. C'est en moyenne 2-3 mois, extrêmement variable selon la fixation de votre prix de vente. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui vendent en 2 semaines, tous les jours. Et puis j'ai des clients, ça fait 6 mois qu'ils y sont. En général, vraiment dans au moins la moitié des cas, il faut regarder le prix. Tout est sur le prix. Corinne, depuis 1975, date de création de PAP, est-ce que tu sais combien de transactions ont été réalisées? Je crois qu'on a dépassé, mais je me souviens plus exactement. On a dépassé il y a 2 ou 3 ans les 10 millions. 10 millions de transactions réalisées, quoi. Ouais. Et alors, de PAP avec vis-à-vis des petits copains, Se Loger, Le Bon Coin, tout ça, vous vous aimez ou vous détestez? Alors en fait, on ne se parle pas tant que ça, parce qu'en fait, Le Bon Coin et Se Loger, peu de particuliers vont les voir directement pour diffuser. C'est surtout les diffuseurs des agents immobiliers. Si vous allez sur Le Bon Coin, en immobilier, c'est la rubrique où il y a 90% de pros et 10% de particuliers. Donc finalement, les vendeurs, ce sont eux qui choisissent si ça va se passer. Parce que les acheteurs, si on leur laissait le choix, ils passeraient tous en direct, évidemment. Quand ils voient une annonce qui vient d'un professionnel, évidemment que le réflexe de l'acheteur, c'est de se dire ce serait bien que j'arrive à trouver le vendeur directement, je pourrais lui proposer un prix beaucoup moins cher. Donc les acheteurs, on les a forcément parce qu'ils aimeraient trouver chez nous. Donc ceux qui vont vraiment décider où ça se passe, c'est les vendeurs. Et les vendeurs, c'est ceux qui ont cette inquiétude, qui font qu'ils ne vont pas forcément aller directement sur Le Bon Coin ou sur Se Loger pour passer leur annonce parce qu'ils ont peur de la fixation du prix, etc. Ouais. Et c'est tout le sens de la stratégie qu'on a faite de développer tous les services pour qu'il n'y ait plus de frein finalement à la vente en direct. PAP, le capital, vous avez tout verrouillé, 100% famille, ou vous avez partagé la valeur, comme on dit poliment? Eh ben, on a tout verrouillé, on n'a rien partagé du tout. Ouais. Mais l'idée, c'est de partager un jour ou tout garder pour soi? Bah là, c'est pas l'idée du tout. D'accord, donc pour l'instant, c'est ça. Et alors, PAP dans 10 ans, c'est qui, c'est quoi? C'est toujours nous, je crois. C'est toujours ma famille, je pense. L'idée, c'est quoi, de rester farouchement indépendant, c'est ça? On est très indépendant. On a eu des propositions, on a eu plusieurs propositions de rachat, plusieurs fois. Combien ça vaut PAP? Je le dirai pas. Ah, si, bah, à peu près, à 100 millions près, hein, un truc... à 100 millions près? Oui, oui. Non, en tout cas, peu importe la valeur. En tout cas, la boîte est rentable. La boîte a toujours été rentable, oui. Ouais. Donc non, c'est... Et rester indépendant, c'est quand même un objectif, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, moi, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui me disait encore qu'ils étaient éventuellement intéressés par un rachat. Et, à quel prix? Ouais. On n'a même pas parlé de prix parce que j'ai dit franchement, c'est pas une question de prix, c'est une question de est-ce que j'aime ce que je fais, et moi, si je dois rendre des comptes, ça va moins me plaire. Ça va t'agacer, quoi. Ça va m'agacer. Ouais. Et PAP à l'international, on peut développer ça, ce même concept existe ou pas alors? Alors c'est compliqué de développer PAP à l'international à cause des réglementations qui sont extrêmement différentes. Il y a des marchés, par exemple, où c'est 100% intermédiaire. Typiquement, les marchés anglo-saxons, les agents chez nous, il y a vraiment l'agent qui a un rôle commercial et le notaire qui a un rôle qui joue en fait la sécurité juridique. S'il n'y avait pas le notaire, notre business aurait un énorme problème. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'il n'y a aucun problème à vendre en direct, c'est qu'à la fin, il y a un notaire en France. Bien sûr, un officier ministériel. Voilà, ouais. Et qu'en fait, ce qu'on remplace, nous, c'est le rôle commercial, c'est celui de l'agent immobilier. Donc, c'est ça qui rend aussi notre business possible. Il y a des pays où c'est très différent parce que finalement, c'est plutôt la même personne et donc le business n'est pas possible. En revanche, il y a un marché sur lequel on y réfléchit, mais on est partagé. C'est un marché sur lequel on est récent, c'est la location vacances. Oui, ça c'est bien ça. Et ouais, on fait ça aussi maintenant. Mais on a beaucoup de clients qui justement apprécient, qui en fait n'apprécient pas trop d'avoir le monde entier chez eux. Et ça, c'est un choix de vie, quoi. Ouais. Voilà, et que c'est vrai que nous, on vise vraiment le marché franco-français. On a beaucoup de propriétaires de résidences secondaires qui mettent en location vacances chez nous. On a évidemment le même principe de pas de commission sur la location vacances. Donc, ils payent juste l'annonce, quoi. Exactement. Donc, c'est pour le coup, quand on voit le montant aujourd'hui des commissions en location vacances sur les autres plateformes, c'est vraiment extrêmement rentable de passer en direct. Et ça, pour le coup, on a des propriétaires qui passent chez nous et qui nous disent qu'en fait, ça les rassure parce qu'ils ils préfèrent avoir quelqu'un qui vient de... Voilà, ils sont dans le sud, ils ont une résidence secondaire, ils louent à un Parisien. Ça va, c'est maîtrisé, ça les rassure, ils savent qui c'est, ils l'ont eu au téléphone, ils parlent la même langue, donc c'est si c'est un Anglais comme David Cobold, ça craint, quoi. Ils ont peur en fait de ne pas pouvoir échanger, de recevoir des enterrements de vie de jeune fille ou de vie de garçon, bien sûr. Il n'y a pas que les Anglais qui font ça aussi. Hein, les Français, non, mais au moins, si c'est un Français, ils vont discuter avec lui, ils vont voir ce que c'est le projet de la location.
Et ça les rassure d'avoir ce contact et c'est plus facile pour eux que ce soit finalement un contact dans le même pays. Donc c'est une vraie question parce qu'on sait que c'est un point fort de viser le marché franco-français. Certains visent ça. Alors, ce serait touffu de faire toute la stratégie digitale. Je peux vous dire l'un des derniers dispositifs qu'on a mis en place qui marche bien et qu'on a démarré en septembre. C'est en ce moment, on organise énormément de webinaires avec les particuliers. Et ça, c'est un bon format pour diffuser sur les réseaux sociaux, pour capter des annonceurs. Donc, tous les jeudis, on a sorti ça en référence à la date de sortie du journal. Donc, on a créé les jeudis de l'immobilier. Et donc c'est tous les jeudis, il y a un thème, par exemple ce jeudi c'est trouver un bon locataire, le jeudi d'après c'est bien estimer son prix de vente, après c'est... Et tu arrives à trouver 52 thèmes par an parce que c'est quand même un peu... Alors la vente c'est tellement une passion que toutes les 3 semaines ces ventes sont bien immobiliers, ouais. Il faut le refaire tout le temps, mais chaque atelier on a environ entre 1000 et 1200 inscrits et ça c'est un très bon levier de communication sur les réseaux sociaux notamment. Parce qu'il y a de l'événementiel, parce que les gens sont très demandeurs d'informations sur tous ces sujets-là. Et nous, c'est un très bon outil de captation, parce que on a des gens à qui on peut démontrer l'expertise. C'est des webinaires en live avec l'un de nos conseillers. On explique comment on vend. On a un chat qui défile à une vitesse pas possible. On répond aux questions. On prend des rendez-vous avec les gens après. Et ça nous fait à chaque fois une centaine de rendez-vous le lendemain de l'atelier. Donc c'est le dernier dispositif digital qu'on a sorti et qu'on est en train d'essayer d'accélérer là. Les variations saisonnières, elles sont de l'ordre de 10%. On le montre souvent aux gens, c'est-à-dire que oui, la plus forte période, c'est le printemps, parce que vous allez viser tous les gens qui veulent déménager en septembre. Mais je sais que quand on a des gens en hiver, on leur dit attention à trop attendre le printemps, vous allez juste démarrer trop tard. Donc en vrai, moi je dis toujours aux gens, vous démarrez quand vous êtes prêts. Ça sert à rien d'attendre parce qu'en fait, vous n'avez rien gagné et que démarrer tôt, c'est-à-dire que moi concrètement là je vous conseillerais de démarrer. Demain matin. Voilà, parce que vous allez apprendre le marché, c'est-à-dire que on peut réfléchir beaucoup avant de mettre en vente, mais en vrai dès qu'on a mis en vente, on apprend des choses. Moi j'ai vendu moi-même. La première chose que je fais, c'est de passer une annonce parce que, en fait, par exemple, nous, tous les jours, on va vous envoyer, il y a tant de personnes qui ont cliqué, etc. Et on a des conseillers qui l'analysent. Et donc, là, c'est une sorte de test en vrai. Vous allez voir, est-ce que le marché réagit? Est-ce que ça ne réagit pas? Si ça ne réagit pas, j'ai des choses à corriger. Donc, ça va vous permettre d'avoir le temps de corriger votre stratégie de vente parce que vous allez avoir des retours, vous allez avoir de la visibilité. Alors que tout le temps où vous ne publiez pas, vous pouvez réfléchir, vous pouvez regarder le marché, mais... C'est pas la réalité en fait. Voilà, il faut l'étudier un peu. Il ne faut pas démarrer avec un prix qui est complètement déconnecté du marché, évidemment. Mais souvent, on dit aux gens sur l'estimation, une estimation, il faut d'abord commencer par être juste à 5%, max 10%. Les gens où vraiment il va y avoir un problème, c'est quand il y a un problème d'estimation à 20%, où là, effectivement, les gens ne vont pas vous contacter parce que ça va les refroidir. Mais si vous êtes juste à 5% près, ils sauront faire la négo. Donc il faut faire une estimation première approche, et ça on sait très bien les faire, et c'est pas très dur, on va être honnête. Donc une estimation de première approche, et après vous diffusez l'annonce et vous regardez ce qui se passe. Bon, Corinne il va être super, elle a été longue vie à PAP et à Corinne. Bravo Corinne, on l'applaudit chaleureusement.